Les présentations, de toute façon, vous savez, je ne me rappelle de rien alors. Allons-y, on s'assoit. Et là maintenant, je ne bouge plus. On ne bouge plus. Ok. Asseyez-vous, hein. Vous êtes impressionnant avec vos... Interview sur Ginette Kolinka, scène 1. Nous sommes très heureux et émus de vous rencontrer. Nous ne pensions pas un jour pouvoir vous rencontrer pour de vrai. Donc nous, au début de l'année, on s'est donné la mission de créer un film sur vous, sur votre vie et sur votre personnalité. La première question qu'on s'est posée, c'est comment trouvez-vous toute cette énergie pour vous déplacer et rencontrer les jeunes ? Pour moi, c'est tout à fait naturel. Puis d'abord, je ne suis pas si vieille que ça. Alors, donc, je me déplace, oui, pas de problème. Je ne réalise pas, c'est vrai que 98 ans, c'est très vieux, mais je ne réalise pas. Ensuite, pouvez-vous nous dire quel enfant et quelle jeune fille étiez-vous avant votre arrestation en 1944 ? Je sais pas, quel âge tu as ? J'ai 15 ans. 15 ans. Bon, eh bien, quand j'avais 15 ans, je ne sais pas à quoi tu penses. Des petits amoureux ? Oui. Ben, moi, je n'y pensais pas parce qu'à l'époque, j'étais la plus jeune de la famille. Mais étant donné que j'étais la petite dernière, je crois que même si maintenant j'ai 98 ans et mes sœurs seraient vivantes, je serais encore la petite dernière. Hein. Alors, c'est des situations différentes. Mais je ne me suis pas sentie ni vieille ni jeune. Quelles sensations et quelles émotions avez-vous ressenties lors de votre arrestation à Avignon ? Je ne réalisais pas ce que j'allais vivre. Hein. Certainement que si on avait prévu ce qui allait arriver, ce qui est arrivé, je veux dire, eh bien, on aurait tremblé de peur, on serait morte de peur avant même d'être arrêté. Mais je crois que personne ne réalisait. Hein. Quelles étaient les conditions de votre transport et de ceux qui étaient avec vous dans le train ? On ne savait pas ce qui nous attendait. Ça, c'est certain. Mais on allait dans un camp de travail et je n'avais pas peur. J'étais jeune. Voulez-vous nous raconter votre arrivée au camp, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu et ce que vous avez ressenti ? Ça, c'est très difficile, l'arrivée au camp. On descend du train, on doit tout laisser dans le wagon, les bagages qu'on avait, et on se retrouve sur un quai de gare, mélangés, les hommes, les femmes, les enfants, et il y a des ordres qui arrivent, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Alors, j'étais avec mon petit frère et mon neveu, seulement mon neveu n'a que 4 ans de moins que moi, et 4 ans, ça compte pas. Mais il a préféré aller avec mon père et son oncle. Donc, eux sont partis, et moi, je me suis retrouvée être toute seule avec d'autres femmes. Quand on est arrivé, oui, ça je me rappelle et j'oublierai jamais, on descend des wagons, il faut tout de suite, vous entendez hurler, commander, et c'est là qu'on va partir à pied ou en camion, et malheureusement, camion, c'était la mort. Donc, savez-vous pourquoi vous a-t-on privé de vos affaires, de vos cheveux, et pourquoi vous a-t-on tatoué ? Si tu n'as plus de cheveux, et si tu n'as plus d'affaires, bah t'es comme tout le monde. Il n'y a plus de blonde, il n'y a plus de rousse, il n'y a plus de forte, il n'y a plus de... T'es nu, et ben t'es plus rien. Et quand t'es plus rien, t'as aucune personnalité. Quand t'es plus rien, t'as pas envie de te révolter, tu subis. Et c'était une bonne tactique. T'es plus rien. T'as plus rien qui te différencie de l'autre. On est tous pareils, on est nus. On n'a plus de cheveux et on est nus. Donc fini la brune, fini la blonde, on est tous pareils. Dans les camps, où dormiez-vous et que mangiez-vous ? Quelles étaient les conditions d'hygiène et comment vous supportiez le froid ? Eh bien, à Drancy, on dormait dans des salles
il y avait des matelas par terre, chacun avait son matelas. Par contre, quand on a quitté Drancy pour aller dans le camp qui était un camp d'extermination, alors là, ça a été différent. Là, on dormait dans des espèces de niches qu'on appelait des koyas, et dans les koyas, on était 6. Alors, une koya, c'était une petite, comme une niche à lapin, si tu veux, qui fait 1,50 m sur 1,50 m. Et là-dedans, on était 6. Et bien, il y en avait 3 dans le fond, et il y en avait 3 devant. On était comme dans les boîtes à sardines. Alors, tu avais les pieds de celle qui était dans le fond, sous ton nez, devant tes lèvres. Et ces pieds, c'était des pieds sales, puisqu'on ne s'était pas lavé. Et comment supportiez-vous le froid? Il y en a qui ne l'ont pas supporté, il y en a qui sont morts tout de suite, il y en a qui ont attrapé froid, et puis il y en a qui ont supporté. Moi, j'ai seulement jamais eu un rhume, alors que j'avais rien sur le dos. Mais par contre, il y en a quand même beaucoup qui avaient des problèmes pulmonaires. Mais il y avait quand même un hôpital où on pouvait se faire soigner. On évitait d'y aller parce que c'était là qu'il y avait toujours des sélections. Les sélections, c'était le tri pour t'envoyer à la mort. Comment avez-vous réussi à tenir, à survivre et à garder espoir dans cet environnement? Je crois que je ne pensais pas, dans une heure on peut te tuer et toi tu vas penser à quoi, qu'est-ce que je vais devenir, non, moi je crois que ce qui m'a sauvée justement c'était de ne pas penser. Je me rappelle que quelquefois, et j'essayais de me rappeler le visage de ma mère, eh bien j'y arrivais pas. Mon cerveau ne travaillait plus. Tu vois là maintenant je te parle de ma mère, elle est morte il y a 77 ans, et ben, je revois son visage. Et ben, à l'époque, j'étais incapable de me rappeler le visage de ma mère, parce que mon cerveau n'enregistrait plus rien. Dans les camps, vous êtes-vous fait d'autres amis qui ont survécu comme vous et avez-vous gardé contact? Et j'ai remarqué que toutes les amies que je me suis fait, je les avais avant. Dans le camp, je ne me suis fait aucune amie à Birkenau. À Bergen-Belsen, c'était différent. À Birkenau, on était tellement traités comme des bêtes qu'on n'avait pas le temps d'avoir de sentiments. Enfin, je dis on, j'ai tort, moi, c'était comme ça. Alors, vous avez votre âge et vous vivez à mon époque, là, vous tous qui n'avez pas 15 ans, eh bien, vous seriez morts. Vous seriez morts parce que vous avez eu la malchance de naître dans une famille juive. Et voilà. Comment avez-vous pu sortir de Birkenau et comment s'est passé votre voyage de retour? Non, je ne suis pas sortie de Birkenau. J'ai été libérée de Birkenau parce qu'on nous a emmenés ailleurs. Mais quand tu sors de quelque part, c'est parce que toi tu le veux. Là, ce n'est pas le cas. La vie a voulu que j'ai la chance de quitter Birkenau. Ça a été une chance. À votre retour à Paris, comment vous êtes-vous rétabli moralement et physiquement? J'ai eu la chance de retrouver une famille qui avait récupéré l'appartement que nous avions avant. J'ai des camarades qui sont arrivés, plus d'appartement, plus rien. Il y a des associations qui s'en sont occupées, mais une association, ce n'est pas une famille. Moi, j'ai eu la chance de retrouver ma famille, mes sœurs, qui avaient repris une vie normale avant que je les retrouve, et ça s'est fait tout à fait naturellement. Comment avez-vous réussi à raconter les camps à vos enfants ou vos petits-enfants, par exemple? Non, je n'ai jamais raconté à personne. Ils le savent. Je raconte beaucoup plus à vous, les élèves, qu'à ma famille. Aujourd'hui, qu'aimez-vous dans la vie? Quelles sont vos plus grandes fiertés?
quand on passe par des moments que j'ai pensés, est-ce que d'après toi, on est triste? J'ai peut-être des camarades qui sont tristes parce que, oui, elles ont perdu de la famille, elles ont perdu des amis. Mais soi-même, quand tu sors de là, tu ne peux pas être triste. Tu n'as pas le droit. Au contraire, il faut mordre la vie à pleines dents. Tu dois t'estimer heureuse et tu ne dois pas te plaindre pour des petits trucs qui n'ont pas d'importance. Après, qu'est-ce que vous attendez de nous? C'est ça que vous devez vous rappeler. Tout le monde a le droit de vivre. Tu veux penser que tu es à droite, tu veux penser que tu es à gauche, tu as tous les droits. Tu veux penser que tu es juive, tu veux penser que tu es musulmane, tu as tous les droits. Mais laisse les autres penser ce qu'ils veulent. Un jour ou l'autre, on va disparaître et on compte sur vous. C'est vous qui êtes nos paroles. Dès que moi j'aurai tourné le dos, c'est vous qui allez parler à vos camarades, à vos familles, à vos enfants plus tard. Vous devenez nos porte-paroles, voilà. Vous êtes notre voix. Ça vous va? Oui. Vous êtes d'accord? Ah ben ça va alors. Du sang, des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, à vous piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté, chérie, je dirais tu es à moi. Ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer. Voilà.